Je rencontre Oussama pour la première fois et en fait Antoine lui dit écoute peut-être que Lucas va me rejoindre à Dubaï et moi je dis je sais pas encore avec madame et tout et Oussama il me dit qu'est-ce que tu me racontes toi etc. Mais t'es un connard toi de penser ça et tout tu vois. Ça m'a servi de ouf parce que tu vois il a été cash direct avec moi, il m'a dit ça, il m'a dit mais en fait pourquoi tu te prends la tête? Comme tu viens de dire tu pars 5 mois, tu l'emmènes avec toi, si ça match tant mieux, si ça match pas tu reviens en France tu vois. Je pars tourner avec Antoine sur Paris, 8h16, je suis dans le RER A, t'as une mamie qui est devant la porte et t'as un jeune qui la bouscule. Et elle gentiment, elle lui dit excusez-moi jeune homme, attention vous m'avez bousculé. Et le mec lui dit ouvertement ouais mais vous pouvez vous pousser, on rentre pas etc. La conversation s'enime et il y a un mec qui lui dit monsieur s'il vous plaît calmez-vous, excusez-vous etc. Et tu vois je me dis putain mais il est 8h16, le mec il se vénère, il bouscule une mamie, étouffe ta gueule parce qu'elle te fait une remarque. J'ai plus l'impression que d'année en année, plus tu voyages, plus lorsque tu reviens en France, tu te dis waouh, on est quand même en retard sur pas mal de choses. Donc, est-ce que ça va vraiment s'améliorer d'année en année? Pour l'instant, tu vois, c'est un petit hic. J'ai une petite réserve là-dessus. Donc, est-ce que je resterai en France ou pas? On verra. Il y a quels sujets sur lesquels tu penses que la France est en retard? Sécurité. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 22e épisode. Je suis dans un setup assez sympa avec un invité assez incroyable aussi. Salut Lucas, ça va? Ça va et toi? Merci pour l'invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Bon, t'es venu sur Paris, tu me disais, tu vlogues aujourd'hui, c'est ça? On vlog toute la journée, c'est il quoi le programme? y a Lucas en backstage. Ok. Donc toujours important de remercier aussi les gens dans l'ombre parce que je suis aussi dans l'ombre pour d'autres prestations on discutera ça je pense. Et quel est le programme? Nous, on a commencé avec une petite matinée sportive, donc réveil sportif, run, bain froid, donc là on fait ce podcast, c'est très cool. Ensuite on va aller manger un morceau et cet après-midi un petit peu de content perso sur Paris, il fait super beau donc on va en profiter. Et ce soir donc il y a le match de foot évidemment, PSG Dortmund quand on enregistre ce podcast et je crois en cette victoire, évidemment, en tant que supporter parisien depuis maintenant 15 ans, 16 ans presque. Et cet après-midi, on rencontre aussi une entrepreneuse qui s'appelle Coraline et qui a du coup lancé un patch antidouleur pour les femmes lorsqu'elles ont les périodes de règles. Et je fais des petites capsules présentation métier ou personnalité sur Insta et sur TikTok d'ailleurs. Et là, c'est l'occasion de rencontrer, de parler de ses projets, etc. Okay. Et donc, on va aller la rencontrer. Je vais juste reculer un tout petit peu le micro. Vas-y, nickel. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que, du coup, pour commencer, déjà une bonne journée de prévue, je pense, et c'est assez intense. On en parlait tout à l'heure en off quand tu viens sur Paris. Chez moi, c'est pareil, tu vois, on essaye de rentabiliser, entre guillemets, le temps qu'on a quand on est en déplacement. Pour commencer, je voudrais te poser une question. C'est quel est le truc que toi, tu penses sur un sujet vrai et que la plupart des gens pensent que c'est faux? C'est assez complexe comme question. Tout thématique confondue. Tout thématique confondue, ça peut être du lifestyle perso, en passant par du pro, business, de l'artistique. Moi en vrai je suis un peu depuis peu je regarde beaucoup de j'ai une petite tendance maintenant où tous les soirs je regarde un reportage Arte. Donc tu vois tous les soirs je me mate un 45 minutes, 50 minutes d'un reportage Arte et je regarde de tout sujet. Le dernier que j'ai regardé c'était sur les pubs en Angleterre, le business des pubs, tu vois. Mais au moins ça me fait apprendre des trucs. Et récemment je suis tombé sur un truc genre Zone 51 et tu vois un reportage sur Zone 51 etc. Et en fait je me dis, et moi c'est mon avis, je me dis potentiellement il y a beaucoup moins de choses que en gros tout le monde veut nous faire croire, tu vois, dans la Zone 51. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais il y a beaucoup de trucs extraterrestres etc. En fait je pense qu'il y a eu 2-3 trucs peut-être dans le passé et je pense que maintenant c'est juste un petit peu genre hype du lieu, tu vois. Et il y a plein de youtubeurs en plus qui ont essayé d'aller regarder, etc. Donc je pense qu'en vrai de vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient en la théorie de petit bonhomme vert, etc. Ce que je pense vrai, parce que pour moi c'est impossible qu'on soit tout seul quand même dans l'univers, tu vois. Enfin ça serait d'ailleurs ouf. Mais je pense que sur la thématique un peu culture G et tout, je pense Zone 51, grosse fumisterie, tu vois. Genre beaucoup trop par rapport à ce que vraiment il y a en réalité. Ouais, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a eu trop de théories par rapport à ce qu'il y a vraiment, tu vois, et que du coup, ça a permis la hype du truc. Genre qu'il y a eu une trop grosse hype et que cette hype en vrai cache un truc qui est beaucoup moins peut-être aussi grand que ce qu'on pense. Je pense. Ouais, vraiment, ouais.
Et là, du coup, là, en ce moment, les soirs, c'est un peu une lubie. C'est quoi? C'est vraiment un kiff parce que tu apprends des trucs et tu. Ouais, en fait, je suis arrivé à un truc où je me suis dit. En fait, c'est un peu dur de dire ça, mais en gros, fais-toi mal en faisant des trucs que la moyenne ne va pas forcément faire. Et attention, c'est pas le mec qui a la grosse tête de dire ça, pas du tout. C'est vraiment. Je me dis, le soir, sur 10 personnes, il y en a peut-être 10 qui vont. Enfin, 10, pardon. Il y en a peut-être 8 ou 9 qui vont regarder la télé Netflix. Alors, Netflix, si c'est du documentaire, la télé, si c'est un doc ou un truc utile, ça peut être cool, tu vois. Mais la plupart du temps, c'est pas utile. C'est un truc pour se détendre, etc. Je conçois le fait que sur certaines périodes, t'as besoin de moments de détente, tu vois. Mais le fait de regarder des reportages ou des docs, quand t'es à une table, moi je le visualise toujours comme ça. Quand t'es autour d'une table, t'es à l'aise sur plein de sujets différents. Et t'es vraiment le gars, ou la nana d'ailleurs, qui a un avis sur tout, qui a vraiment de la data sur tout et tout. Et on en parlait en off, et ça joue énormément, tu vois, on reviendra, mais le fait de travailler pour Antoine, Blanco, etc., de l'aider sur le podcast sans permission et tout, je me suis mis aussi dans leur peau en tant que plutôt copywriter, c'est pas le bon mot, tu vois, mais en gros, le mec qui prépare derrière en backup, tu vois, et donc j'aide énormément Antoine là-dessus. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a plein de choses à comprendre, il y a plein de choses à savoir, etc. Et le fait tous les soirs de regarder un petit reportage Arte de 20, 30, 50 minutes, etc., t'as ce truc de te dire, ah putain, j'ai appris un truc, let's go, tu vois. Même si t'as pas toute l'info, mais au moins une partie de l'info ou une petite pépite, un truc qui va te marquer. Exactement. Et à partir duquel ou de laquelle tu pourras broder quelque chose derrière pour nourrir une réflexion ou quelque chose comme ça. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment un truc que tu as mis en place, c'est une petite habitude, du coup, une petite routine. Ça fait une semaine et demie, ouais. Une semaine et demie à peu près, je crois. C'est devenu... en fait, au début, c'est toujours très compliqué d'implémenter une habitude comme ça. Et pour moi, c'est toujours la première semaine la plus difficile. Et ensuite, ça coule de source, tu vois. C'est un réflexe. Tu vois, c'est limite, on en parlait ce matin, c'est... limite, je suis un robot, tu vois. C'est le soir, je sais que je clique sur Arte et je m'endors pas avant que j'ai regardé un truc sur Arte, tu vois. Ok. C'est quoi le truc le plus ouf de ce que tu as regardé pour l'instant qui t'a un peu marqué ou qui t'a... moi, c'est ce que je te disais. J'ai regardé le reportage du coup sur les pubs anglais. Okay. Donc, tu vois, pub anglais, c'est vachement un truc qui est ancré dans la culture anglaise. T'as ce truc de pub, bonne ambiance et tout. Et en réalité, il faut savoir un truc, c'est que sur tout le marché des pubs anglais, la plupart, je crois que c'est 70% à 80%, pardon, qui sont détenus par des chaînes. Donc c'est même plus des petits pubs anglaises, bonne vibe, le petit restaurateur du coin qui a lancé le pub de famille ou qui a repris de sa famille, c'est vraiment des chaînes, tu vois. Et j'ai regardé après, donc dans ce reportage, il y avait l'exemple type de des chaînes VS, le petit propriétaire qui galère. Et tu vois qu'en fait, à Londres, et je trouve d'ailleurs pour y être allé 5-6 fois à peu près, c'est en train de bien changer, tu vois, ça devient de plus en plus cher, etc. Et il y a de moins en moins de place, j'ai l'impression, pour les petits producteurs ou les petits artisans qui se lançaient, qui avaient cette culture un peu anglaise de je viens dans ton pub, c'est good vibe. Les gens sont en train vraiment de basculer dans ce truc de on va dans des grandes chaînes, on va dans des trucs avec de la bonne musique, de la vibe et tout. Alors que moi, en vrai, quand j'ai regardé le reportage et que j'ai vu le petit artisan dans son pub là vers Camden Town, je crois, tu vois, j'ai qu'une seule envie, c'est quand je vais à Londres, je vais rechecker l'adresse et je vais aller chez lui, tu vois, parce qu'il y a ce truc de culture et tout. Et c'est pour ça que même à travers moi, mes contenus à la verticale, sur la présentation des métiers ou des portraits, tu vois, j'ai envie, parce que je suis dans la sphère entrepreneuriale, etc., business en ligne, etc. Mais j'ai envie aussi de donner de la lumière à ces gens-là. Non pas parce qu'ils n'en ont pas du tout, ils en ont aussi, mais tu vois, ils ont peut-être moins de lumière, de connaissances, etc. et de skills en termes de montage vidéo et d'exposition. Et moi, je me dis, vas-y, je vais aller gratuitement leur faire un portrait, parler de leur métier et tout. Si ça peut les aider, tant mieux. Bon, si ça les aide pas, c'est pas grave, mais ça leur fait une vidéo. S'ils veulent la reprendre, ils la reprennent et tout, tu vois. Mais documentaire sur les pubs anglais, business des pubs anglais et tout. Et tu vois qu'au final, quand tu vas dans un pub, il y a un gros business derrière. Et il y en a qui, par contre, se cassent les dents tous les mois parce que... Et le mec, avait un pub ancien et un restaurant. Donc, il avait double activité, le mec, pour essayer de donner de l'argent dans la famille. Il attendait un gamin et tout. Donc VS, une grande chaîne qui met un billet. Beaucoup de propriétaires ou milliardaires chinois ou japonais, tu vois, qui investissent dans des chaînes en Angleterre d'ailleurs. En mode cash machine, genre je mets mon billet et derrière il y a ça qui sort, il y a ça qui est généré, et beaucoup plus en mode cash machine que l'aspect purement... Est-ce que tu penses que justement cette chose-là, ça revient un petit peu aussi sur d'autres secteurs et ça se diffuse, tu vois, comme ce que tu fais et ce que tu expliques, le parallèle avec des créateurs, des entreprises ou des portraits
comme ce que tu fais là, qu'il y a un peu une espèce justement de revenir un peu, pas dire à l'essentiel, mais un peu aussi à sortir de la masse et revenir un peu au commerce indépendant, aux gars, ça se fait un peu aussi d'ailleurs avec des solopreneurs, tu vois, genre c'est un truc maintenant où t'as plus les grosses boîtes et les indépendants ou des grosses boîtes. Est-ce que tu penses que c'est un peu quelque chose qui revient aussi Je pense sur que d'autres secteurs? je pense que ça revient, mais ça revient doucement. Et puis je trouve que le virage de la société que la société est en train de prendre en termes de consommation, ne va pas forcément vers ce genre de thématique, vers ce genre de on va redonner un peu de la force aux petits commerçants, etc. Tu vois, il y a eu le ou la Covid, chacun appellera ça comme il veut, tu vois, mais qui a frappé. Il y a eu plein de petits commerces qui ont été en galère, etc. et qui en souffrent encore aujourd'hui, tu vois. Est-ce que, je sais pas, il y a eu une mauvaise gestion, est-ce qu'il y a eu pas assez d'aide de l'État, etc. Je suis pas bien placé pour le dire, tu vois, j'ai qu'une vision extérieure de ce qu'on lit dans les médias, dans ce qu'on voit à la télé, et il y a une part de vrai, une part de faux, évidemment. Mais je pense qu'on est en train de revenir aux sources, mais sur 10 personnes, il y a peut-être 8 personnes qui vont aller dans un truc vraiment chaîne, et il y en a 2 qui vont aller prendre, je caricature, hein, mais le petit boui-boui du coin, tu vois, mais en vrai de vrai, c'est le meilleur, tu vois. J'ai un exemple tout bête, c'est... moi je vais alors là ça va clickbait à la mort, mais moi je vais souvent sur Dubaï parce que je travaille avec Antoine et c'est une ville dans laquelle je me sens en parfaite sécurité quand j'y vais avec madame notamment. Mais le meilleur endroit où j'ai mangé là-bas, c'est un petit truc, tu vois, dans le vieux Dubaï, etc. Tu vois, c'était un Pakistanais qui gérait ça. Tout le monde mangeait genre pieds nus et tout, etc. Donc en termes d'hygiène, bon déjà c'était peut-être un peu bancal, mais moi ça me fait pas peur. Et on a mangé pour que dalle, t'es vachement bien accueilli, etc. Et je trouve que cette culture-là, tu la retrouves aussi dans des petits restaurants, dans des petits commerces sur Paris, où tu sens vraiment qu'il y a cette gentillesse dans le service client, tu vois. Où c'est t'as pas assez de monnaie, vas-y, c'est pas grave, etc. Oui, tu vois, ça passe, tu vois, c'est vraiment good vibe, que les trucs chaînes, des fois, c'est vas-y, et puis après revu, et tu sais en fait à l'avance, t'as un peu la dopamine peut-être à l'instant T où t'es en mode c'est cool machin, et en fait après derrière t'es vite déçu quoi. Je trouve ça me fait réfléchir aussi en même temps. Je trouve que ce qui fait la différence, c'est toujours ce que tu dis, c'est à chaque fois le petit supplément d'âme que tu vois partout. Et je trouve que ça peut s'appliquer aussi bien dans le business, dans la manière dont tu gères peut-être tes clients, comment tu délivres ton offre, comment tu contactes les gens. C'est toujours le petit truc, tu vois, qui va faire la différence, tu vois, même sans parler que ce soit le gros setup ou le gros truc en mode qui se voit. Et je trouve que c'est plus, tu vois, le petit supplément d'âme, tu vois, comme tu me dis, là, 10 centimes près, ou le petit gâteau avec le café, mais tu sais que c'est le gâteau de la grand-mère qui l'a fait. Voilà, exactement. Tu vois. Et ça fait. Moi, je trouve que ça fait le détail, tu vois. Et t'as envie de te dire, excuse-moi, mais genre, putain, lui, je vais revenir 100%, tu vois, parce que j'ai kiffé l'expérience, etc. C'est pas un truc où il y a trop de tables, un peu un truc vraiment un peu petit resto, petit commerce, etc. Mais je m'y sens bien. Et après, moi, je pars du principe où si, je dis n'importe quoi, mais si je vais chez le coiffeur et que le mec me fait une bonne coupe, pourquoi changer, tu vois? Je vais toujours chez le même, tu vois. Si je vais chez un cordonnier et que le mec fait un bon taf, bah, je vais le garder, etc., tu vois. Mais j'essaye vraiment toujours de... C'est compliqué au quotidien parce que, comme je t'ai dit, en société, là, de plus en plus, tu as vraiment des trucs franchisés, etc. Et je crache pas dessus, c'est un très bon business, les franchises, mais tu as vraiment que des grosses enseignes, etc. Donc c'est compliqué quand tu n'as pas trop le temps le midi, etc., on va dire, d'aller trouver un petit truc. Mais encore une fois, je pense qu'en faisant l'effort à 100%, tu le trouves. Mais j'essaye au maximum d'aller dans un petit resto, d'aller dans un petit commerce, etc. La petite boulangerie du coin, VS, aller chercher son pain chez, je vais t'en citer 3 comme ça, il n'y a pas de problème, mais Carrefour, Super U ou Intermarché, tu vois. Ça, c'est bête, mais moi, ma petite boulangerie à Lesigny dans le 7-7, la dame, elle est super gentille, super aimable, tu vois, big up, boulangerie du parc, tu vois. mais tu vois, j'ai envie d'aller consommer chez elle parce que vraiment... En fait, tu as comme un esprit de famille dans ce genre de commerce et moi, j'adore ce truc-là, tu vois. Et est-ce que c'est quelque chose, justement, pour finir sur ce sujet-là, que toi, tu essayes d'adapter et de dupliquer à ton activité et à ce que tu fais? En fait, j'essaye énormément dans mon activité, donc activité qui solopreneur, hein, je suis à mon compte tout seul, donc il y a à la fois une partie de filmmaking, donc c'est-à-dire je vais accompagner une entrepreneuse ou un entrepreneur dans sa journée, une partie editing vidéo, donc c'est-à-dire après je vais faire le montage, donc ça c'est une grosse partie. J'ai une partie aussi donc créateur de contenu, ça m'arrive de travailler aussi avec certaines marques, donc là plus marketing d'influence. Et là, je suis en train de lancer mon programme de branding, etc. Parce que quand tu arrives à faire de belles choses pour certaines personnes, évidemment, c'est une corde à ton arc que tu peux commencer à tirer et à proposer. Donc là, je suis
Je procrastine un peu, faut le dire, tu vois, c'est un défaut de ouf d'être perfectionniste et de toujours avoir le petit détail, mais ça c'est un peu mon background hôtellerie de luxe qui rentre en jeu, tu vois, j'aime que tout soit millimétré correctement, etc. Mais c'est un défaut parce que du coup tu procrastines et tu sors pas le truc. Et là je suis en cours de le sortir. Mais tout ça pour dire que oui, j'essaye au maximum de ramener ce côté humain, tu vois, et moi j'apprécie accompagner une personne derrière la caméra, d'échanger avec la personne, lui poser des questions plus humaines qui sortiront peut-être pas en vidéo, mais tu vois, qui feront que, ok, le mec c'est pas qu'un prestataire, c'est vraiment comme un pote qui va vraiment passer une bonne journée avec moi et qui va me permettre de sortir le meilleur de moi-même en vidéo, tu vois. Donc j'essaye vraiment de ce côté humain, et pareil, j'aurais pu, si je voulais... pencher sur le format agence vidéo, tu vois, Ouais, mais tout à fait. je reste sur 4-5 clients maximum, je vis très bien comme ça, et il y a toujours ce truc de côté humain, tu vois, on discute sur WhatsApp, sur les canaux, que ce soit Telegram, Slack, sur ce qu'ils veulent, mais ils sentent vraiment qu'il y a un vrai suivi et que s'ils ont besoin demain, ils peuvent m'appeler, on discute ensemble, tu vois, t'as pas ce truc d'agence de... Il faut passer par un on prend un call, on machin. fait ça, etc. Ouais. Je crache pas dessus, mais moi je préfère ça, tu vois. C'est pas ta vision et ton mode de développement. Pour l'instant, peut-être que dans Ouais. le futur ça le sera, tu vois, mais pour l'instant je suis très bien comme ça et j'aime bien garder ce côté humain. Super intéressant. Je pense qu'on va aborder d'autres sujets sur ces aspects-là. Mhm. Je t'explique le concept. Donc, j'ai préparé 7 sujets Ok. principaux. Donc, tu as pu voir quelques bribes, on va dire, de ces sujets-là. Une fois sur deux, c'est toi qui choisis un sujet. Ok, Et stylé. une fois, c'est moi. Ok, Et, d'accord, ok. Trop et bien. du coup, c'est toi qui commences. Donc, sur Ok. les 7, j'ai préparé, c'est des questions, des phrases, des concepts. Ouais. Et après, on échange dessus. Vas-y. Je ne pense pas qu'on fera les 7 parce que souvent ok. ça peut aller Pas de loin sur problème. certains sujets, Pas de mais problème. sur le principe, voilà. Donc Ok. commence sur entre 1 et 7, comme tu Et veux. bah 3. Vas-y. 3. Comment scale en tant que solopreneur dans le domaine de la vidéo sur le format réseaux sociaux? Ah, question intéressante. Alors, solopreneur, c'est peut-être compliqué de scale parce que, alors, tout seul, t'es vite quand même dans le rush. Et moi, je parle en connaissance de cause. Hein. Je monte du vlog, je monte des capsules vidéo, etc. Mais j'essaye au maximum, et ça, c'est le premier conseil, j'essaye au maximum d'éviter les petits billets. Donc, les petits billets, c'est genre 200, 500 balles, etc. Alors, ce sont des sommes respectables, évidemment. Mais pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, tu vas prendre beaucoup plus de plaisir et ton énergie sera vraiment focalisée sur un ticket peut-être à 1500, 1800 euros déjà sur une presta vidéo. Et tu remarqueras que les tickets les plus hauts sont souvent les clients qui vont te causer le moins de problèmes. Les petits tickets, la plupart du temps, les gens demandent 3000 choses et que c'est compliqué de leur faire comprendre. Et moi, j'essaye d'avoir ce côté humain, pédagogue, etc. avec mes clients que, mec, tu as payé 200, 500 euros. Okay, j'essaye au maximum de te donner le même type de service que la personne qui a payé 2000 euros. Mais faut pas pousser non plus. Tu as un exemple concret justement qui illustre la disparité entre ces deux éléments-là, peut-être? Bah, bien sûr, après je citerai pas de Ouais, bien sûr. nom parce que je reste confidentiel et dans le respect de mes clients, mais j'avais lancé une activité avec un ami, D'accord. une agence SMMA, à l'ancienne, la classique SMMA, etc. Erreur typique de faire SMMA et d'avoir plein de services, tu peux pas être 100% sur chaque service. Donc pour moi, quand tu lances une SMMA, tu dois délivrer un seul service, c'est tout. Et une fois que tu as maîtrisé ce service, tu veux faire rentrer des gens pour faire ce service, et toi, si tu en veux, tu proposes un nouveau service. Et donc, c'était typique, on avait un client à plus de 2000 euros sur de la presta vidéo, c'était un bar à Courbevoie, et on avait un autre client, c'était une prestation, je crois que ça tournait autour de 550, c'était du community management, c'était un client qui était basé en Angleterre, et qui avait une marque animalière, enfin animaux, etc. Bref, une marque d'animaux. Pas comme un e-commerce, mais c'était vraiment un truc vraiment implémenté, tu vois. Et on n'a jamais eu autant de problèmes en termes de design, que ce soit Canva, que ce soit Illustrator, à refaire, à changer la couleur, la police. VS, le mec qui payait le bar, qui payait genre c'était 5 capsules au mois, 5, 2000 balles, tu vois, donc une par semaine. Après 2-3 petites photos sur les soirs où il y avait un peu d'influence dans le bar pour imager les stories, etc. Bien sûr. Mais c'était assez light. Et il y avait un truc où nous qui faisions du rugby, il y avait vraiment ce truc de esprit bonnard et tout, c'était cool, tu vois. Et on n'a jamais eu de problème avec ce monsieur-là. VS, le client en Angleterre, où vraiment tous les 2 jours il y avait des modifs à faire, il y avait des changements à faire sur le Notion, donc Notion, plateforme française où je centralisais donc toute la data pour les clients. Et en fait, on s'est rendu compte que, mec, en fait, ok, on a ce client à 2000 euros en preuve sociale, autant démarcher un autre bar par rapport à ça, etc. Tu vois, et se faire un petit nom dans ça.
Et c'est ce qu'on a fait et on a délaissé le client et ça s'est super mal passé à la fin en plus, etc. Tu vois. Ok. Donc, en fait, petit client vs gros client, t'as toujours quand même une différence en termes de ce qu'ils vont te demander, en termes de process et tout, tu vois, à gérer, c'est galère. Donc, voilà pour l'exemple en tout cas que je peux donner. Ouais. Ok. Et c'est vrai que c'est compliqué, on en parlait juste avant, le fait d'être solopreneur. Quand je dis scale, c'est vrai que est-ce que tu penses que tu peux garder toujours ce côté humain sans avoir, mais en même temps en améliorant et en performant, enfin, si tu vois ton activité peut-être comme l'avoir évolué, on va dire, l'avoir croître, qu'il y a une certaine croissance, est-ce que tu penses que tu pourrais arriver à scale avec peut-être le même nombre de clients ou alors avec quelques clients en plus? Et si oui, comment? Et est-ce que tu y as déjà réfléchi Ouais, j'y ai déjà réfléchi, mais en fait, le truc, je crois que c'était Oussama qui disait ça et, dans un podcast, et j'étais assez d'accord avec lui. Il y a très peu de solopreneurs qui font 1 million sur un an, tu vois. En termes de CA, c'est très rare. Ou du moins, on les compte sur les 10 doigts de la main, facile. Et tu vois, la plupart du temps, c'est 200, 300 000, etc. C'est des sommes archi respectables et tout. Mais c'est compliqué de scale en tant que solopreneur. Le seul recrutement que tu peux faire, si tu es dans l'audiovisuel, mais du coup, tu es plus solopreneur techniquement, après, tu peux prendre un freelance ou quelqu'un à côté, c'est un éditeur vidéo. Tu vois, tu es obligé de déléguer le montage. Et là, potentiellement, tu peux peut-être te focaliser sur la recherche de nouveaux clients, je vais y arriver, le prospection, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour potentiellement faire rentrer de nouveaux clients, tout en toi, tu fais la prospection, tu gardes un peu de montage, tu donnes le montage à un autre gars, mais tu vois, c'est ce que je suis en train de faire, hein. Lucas, il est en backstage, il est là aujourd'hui, et j'ai pas peur de le dire, donc tu vois, quitte à faire un peu moins de marge, mais du coup, là, toi, le temps que tu vas dégager sur l'autre monteur va te permettre de prospecter peut-être de nouveaux clients, plus high ticket, etc. Tu vois. Mais je trouve que solopreneur, tu es vite limité. Après, ça dépend de ton business model aussi, tu vois. Si tu es filmmaker et qu'ensuite, je dis n'importe quoi, mais tu lances un School, tu lances un Podia ou un Teachable aussi sur le montage vidéo, le truc qui tourne, ça te permet d'avoir une autre source de revenus. C'est pareil, c'est du temps que va falloir que tu alloues à ton programme et tout. Je pense que c'est vite compliqué quand même de scale à mort en tant que solopreneur, tu vois. Ça dépend vraiment de ton business model, mais je pense que moi je le vois quand tu es déjà à 5-6 clients au mois et que tu as du tournage physique, tu as de l'édition vidéo, tu as aussi de la retouche photo, tu dois faire tes contenus perso parce qu'il faut aussi que tu te fasses ta promotion personnelle. Ouais, ta brand aussi, ouais. C'est chaud, c'est très très chaud. Et personne peut me dire oui, il faut que tu t'organises mieux, etc. Tout est bien timé, tu vois. J'essaye au maximum de faire correctement les choses pour avoir un bloc de 2 heures sur telle personne, un bloc de 2 heures sur telle personne, etc. Faut aussi que j'ai du temps perso avec madame ou avec ma famille aussi, tu vois. Donc c'est compliqué, tu vois. Je trouve que tu arrives vite à un plafond de verre en tant que solopreneur. Et toi, tu t'épanouis quand même là à ce moment Bien avec sûr. le rythme justement peut-être que tu as qui est peut-être assez timé, assez shorté. Toi, tu penses que tu t'épanouis plus comme ça que si tu voudrais peut-être faire encore plus ou d'une autre manière? Alors je pense que moi je l'ai déjà dit dans un autre podcast, je pense que quand tu commences à gagner de l'argent en tant qu'auto-entrepreneur, waouh, 1, 2, 3. Je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais quand tu commences à gagner de l'argent en tant qu'auto-entrepreneur, donc des grosses sommes, des clients à plus de 2-3 K, et que ça commence à rentrer comme ça tout doucement, t'as vite ce truc de putain, ça rentre bien, j'ai envie de plus, tu vois. Mais et je trouve qu'on arrive aussi à un moment donné dans cette société où t'as le truc de santé mentale qui rentre en compte, le vie personnelle aussi qui est important, etc. Tu vois, moi avec madame, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, ça a été au sujet de certaines disputes, entre guillemets, mais c'est jamais vraiment disputé, mais de discussions vraiment d'adultes, où à un moment donné, c'était vas-y Lucas, t'es trop sur tes trucs, t'es tout le temps à faire tes vidéos, on fait rarement des restaurants, etc. Et c'était vrai, tu vois, j'étais vraiment. Pendant 2 ans, quand je faisais beaucoup de vidéos avec les marques, notamment, j'étais vraiment, genre, j'avais des œillères et j'étais comme ça à 2000%. Je gagnais peut-être plus qu'aujourd'hui. Mais est-ce que j'étais plus épanoui et plus heureux? Peut-être pas, tu vois. Donc en fait, quitte à réduire un petit peu l'argent qui rentre, à du coup remettre en place des vrais process avec mes clients pour que tout soit bien organisé, pour que je prenne le temps avec mes proches à côté, mais toujours en essayant de scaler un petit peu comme tu as dit, tu vois. Mais actuellement, moi, je suis très heureux et moi, j'adore me dire, je me lève, j'ai ça à faire, tu vois. Moi, j'ai jamais compris vraiment les gens qui se lèvent le matin et qui se disent qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, tu vois. Si pour moi tu te lèves et que tu te dis bon qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, bah en vrai c'est que ta journée déjà va être merdique, mec.
tu vois. Moi, je séquence toujours mes journées la veille, évidemment, sur Things ou sur Notes, sur ce que tu veux, sur To-Do, papier ou digital, pour que la journée, je me dise, ok, j'ai ça à faire. Moi, je fonctionne avec une power list, c'est-à-dire j'ai toujours 5 grosses tâches à réaliser dans la journée. Et ensuite, si j'arrive en caler 2-3 autres, tant mieux, tu vois. Mais j'ai toujours 5 trucs à faire dans la journée, absolument. Ça dépend des journées. Tu vois, aujourd'hui, c'est un peu plus light, on fait le podcast, on tourne. Mais je sais que la session sport, elle a été faite. Je sais que ce soir, il y a le reportage Arte. Je sais que mon contenu du jour, on va le poster après, etc. Tu vois. Mais ouais, franchement, très épanoui. Et ouais, j'ai qu'une envie, c'est de développer encore plus. Ce que j'allais te poser justement comme question, comment toi tu vois un peu les évolutions là sur l'année qui va s'écouler et peut-être voire même sur un an supplémentaire. Là, hop, je reprends mon petit verre d'eau. Les évolutions, elles sont déjà à titre personnel, elles sont sur mes contenus perso. Là, tu vois, j'ai envie, donc là, moi j'ai une chaîne qui s'appelle Market Dump et j'ai pas peur de dire que j'ai fait une erreur considérable sur YouTube qui est d'avoir tout centralisé sur YouTube Short au début. Ce qui fait qu'en fait, l'audience que j'ai est cannibalise les contenus long format. D'accord. Ouais, donc parce qu'en fait, les réels, tu vois, les shorts que j'ai mis sur YouTube Short, ne sont pas du tout dans la même DA ou dans la même idéologie des longs formats. Tu vois, il y a vraiment en fait une disparité entre les deux. Voilà. Il y a une disparité, c'est un très bon mot. Il y a une disparité entre les YouTube Shorts et les longs formats, ce qui fait que les longs formats ne performent pas. Et moi, je préfère faire du long format et couper des moments long format et mettre à la rigueur YouTube Short ou mettre des extraits podcast comme on est en train de faire, tu vois. Parce que tu as ce côté un peu plus personnel et tout. Donc là, en fait, il y a un gros travail qu'on est en train de faire avec Lucas, du coup, sur la nouvelle chaîne YouTube, nouvelle brand, beaucoup plus cinématique, etc. Avec des concepts qui feront peut-être pas 100 000, 200 000 vues, etc. Mais tu vois, je préfère avoir une petite chaîne avec vraiment des gens qui viennent quotidiennement, qui regardent, du coup, semaine par semaine, qui regardent les nouvelles vidéos et tout, que des gros comptes. Tu vois, et sur Insta pareil, on est en train de réfléchir à une nouvelle strat. TikTok, c'est un peu la cour de récré, tu vois, de temps en temps je vais remettre des trucs, tu vois, je dis ça, mais genre je vois, j'ai 850 000 abonnés, tu vois, c'est pas dégueulasse sur TikTok quand même, mais tu vois, c'est pareil, ça j'ai laissé un peu de côté parce que là je suis vraiment focalisé YouTube, Insta, et à la rigueur je repose des trucs sur TikTok. Est-ce que tu as des métriques justement qu'avant tu regardais et maintenant tu regardes différemment, par exemple justement sur ces formats-là? Parce que moi en fait ça me parle beaucoup parce que tu vois, j'ai pas du tout, moi j'ai commencé il y a 1 an, sur YouTube j'ai fait que du format long, j'ai quasiment fait 0 format shorts, j'ai essayé d'améliorer à chaque fois le format. Du coup, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que à la base, je suis pas du tout genre dans le business ou quoi. Et genre, je le fais vraiment le podcast parce que je kiffe rencontrer des gens, tu vois, qui ont des histoires et des vraies infos à partager. Ouais. J'ai rencontré plein de profils différents, du coup 22 invités différents. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que une personne sur 2, en fait, mes clients, c'était une personne sur 2, c'était une personne que j'avais eu en invité dans le podcast. Okay. Parce que en fait, j'ai peut-être 360 abonnés sur YouTube et Insta, j'en ai à peine 1000, tu vois. Mais c'est des gens qui me suivent ou qui ont vu mes contenus et qui ont vécu. Et qui du coup, tu as une conversion et un ratio qui est ultra dense et ultra sharp. Bien sûr. Où du coup, tu es moins. Est-ce que ça, c'est des choses justement que tu essayes de, pas forcément de traquer, mais où te focaliser un peu plus dessus que sur le volume et la quantité, et du coup, peut-être des vanity un peu métriques, tu vois. En fait, tu sais que, au bout d'un moment, je pense que c'est une erreur que beaucoup de créatrices et créateurs font. Et du coup, le pourcentage qui ne font pas cette erreur perdure dans le temps, je pense. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu commences à voir des contenus qui pop, etc., sur les autres contenus, donc concurrents ou autres d'ailleurs, tu as tout de suite envie de te dire « Ah tiens, vas-y, je vais refaire le contenu, je vais avoir les mêmes statistiques, etc. » Et tu vois, à un moment donné, je suis un peu tombé dans ce truc-là. Et ça a été une erreur, et moi, j'ai pas peur de le dire, je m'en fiche. C'est que tu as tout de suite cet aspect j'ai envie de faire beaucoup de vues et tout, et au final, c'est pas le plus important, tu vois. Donc maintenant, je regarde plutôt tout ce qui va être genre partage, enregistrement et tout. Et tu vois, ou même les commentaires, c'est con, mais tu vois, plus j'ai de commentaires, plus ça veut dire que les gens cliquent, sont d'accord avec moi, sont pas d'accord. Ça a suscité quelque chose. Exactement, tu vois. Et même l'enregistrement, je me dis, ah ouais, ça veut dire que la personne a enregistré peut-être pour regarder plus tard et tout, c'est cool, tu vois. Et maintenant, ce que je regarde, ça va être la courbe de rétention surtout. Et sur Insta, TikTok, ils l'ont mise maintenant, la courbe de rétention, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et avant, non, j'étais trop focalisé, comme tout le monde, un peu genre like, etc. Alors que like, je crois que c'est la stat qui veut absolument rien dire et qui t'apporte genre aucun point. Genre, en gros,
les algorithmes, que ce soit sur TikTok et Insta, tu as un calendrier ou un cahier de points à respecter pour que en fait, ton contenu soit poussé. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de likes, on va dire que c'est 1 point. Si tu as beaucoup d'enregistrements, c'est 15 points, etc. Et en gros, plus tu as ce genre de data, mieux c'est pour que l'algorithme pousse tes contenus, tu vois. Et au début, tu es focalisé sur les likes. Tu te dis, oh, trop bien, j'ai 300 likes, j'ai 1000 likes, etc. Mais en fait, quand tu regardes les enregistrements, tu te dis, à l'ancienne, je faisais des vidéos, j'avais genre 15 000 enregistrements et je pourrais te montrer en backstage, j'ai pas peur de le dire. Tu vois, ce matin, on parlait de métriques abonnés. Pendant le vlog, j'ai montré mes statistiques parce que souvent, tu as des petits malins qui disent, ouais, c'est faux, etc. Mec, j'ai sorti mon téléphone, je montre à la caméra, tu vois. Et j'avais des 15 000 enregistrements. Et tu vois, quand tu arrives à ce stade-là, tu te dis, ah ouais, il y a 15 000 personnes qui ont enregistré mon contenu, c'est ouf. Donc, beaucoup plus basé maintenant sur courbe de rétention. Sur YouTube, genre les impressions de Tamiya, CTR, etc., click sur rate et tout, que vue ou like, tu vois. Donc plus des trucs où tu vas te pencher, tu vas regarder des podcasts, tu vas essayer de te documenter. Tu vas disséquer un petit peu plus l'info et la data pour l'exprimer correctement aussi derrière pour pouvoir optimiser comme il faut. Ouais. Super intéressant. Je vais choisir un sujet du coup, c'est à moi. Vas-y. Viser l'excellence, donc c'est le 4e. Okay. Viser l'excellence en tant que prestataire de service. Et avant de débattre là-dessus d'échanger là-dessus, j'aimerais que tu reparles, tu as abordé un peu le sujet de ton expérience en hôtellerie-restauration. Restauration, je ne sais pas, mais hôtellerie tout du moins. Ouais, je te dirais. Et j'aimerais bien que tu me fasses un petit topo là-dessus et comment tu as réussi à appliquer justement peut-être certaines méthodes et faire le lien avec ce sujet-là. Carrément. En vrai, pour la faire courte, pour les gens comme ça, ils savent, j'ai un parcours, on va dire, scolaire qui est un peu différent. Alors entre guillemets, encore une fois, j'ai pas envie que les gens disent ouais, le mec a le melon, pas du tout. Un peu différent parce que j'ai quand même eu la chance, je trouve, d'avoir plein de secteurs différents ou de toucher à plein de secteurs. Okay. Donc en fait, j'ai fait après ma terminale L, je voulais faire STAPS, j'étais archi nul en maths et en physique, donc si t'as pas de notion de sciences et de physique, tu peux pas y aller, logique. Du coup, deuxième choix de APB là, ou post-bac, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois. BTS tourisme 2 ans. Et là, je commence déjà à être dans le tourisme, etc., à être dans des agences, à être butler majordome. Donc ça consiste à préparer les petits déj des clients, aller leur chercher ce qu'ils veulent, à faire aussi un taf de gouvernance, c'est-à-dire à bien checker que tout soit clean dans les chambres à leur entrée, etc. Dans un 4 et dans un 5 étoiles, je fais ça sur Paris. Un 5 étoiles qui était pendant 3 ans numéro 1 sur TripAdvisor. Et je peux le citer en vrai, je m'en fiche, ça c'est la maison Souquet. C'est un 5 étoiles, c'est une collection maison particulière sur Paris. Je sais pas s'ils en ont 3 maintenant. De base, ils en ont 2. J'étais maison Athénée 4, maison Souquet 5, piscine privative dans le Moulin Rouge, juste en face du Moulin Rouge. Pardon. D'accord, ouais, donc très feutré, tu vois, très privé. J'aimais beaucoup. Et donc là, butler majordome. À un moment donné, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé dans l'hôtel. J'ai dû le quitter. Non pas que c'était négatif, loin de là, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, t'es plus forcément en accord avec les propriétaires, etc. Et c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Et j'ai la chance d'atterrir au Bristol à Paris, donc il y a un palace parisien qui est juste à côté de l'Elysée. Et donc là, en fait, moi, à côté de ça, j'ai fait une licence restauration internationale. Et donc là, je tombe dans le restaurant Épicure, 3 étoiles au guide Michelin. Donc autant dire que tu peux pas faire mieux que 3 étoiles. Et là, par contre, ouais, c'est un autre monde, clairement. Et c'est la meilleure expérience de toute ma vie. Si demain tout s'arrête, je retourne dans l'hôtellerie. Ok, t'es payé, des fois tu le fais très clairement pas pour la paye, l'hôtellerie. C'est un métier de passion, la restauration, et puis après tu peux monter les échelons et avoir des payes beaucoup plus respectables au fil du temps. Mais meilleure expérience de toute ma vie, le détail, tout est millimétré, tout est cadencé. Tu as des exemples très concrets qui peuvent interpeller les gens et qui toi te semblent normal par exemple? Enfin, moi ce que je trouve laser dans ce genre de... Alors quand je dis laser, c'est une expression culinaire en plus, ça veut dire que c'est vraiment parfaitement exécuté, c'est clean. Ce qui est laser, c'est que, en fait, quand tu manges dans ce genre d'établissement, tu vois, t'as pas besoin de dire à la personne, ouais, est-ce qu'on peut avoir la suite, est-ce que vous pouvez envoyer les plats, etc. Tout est timé pour qu'en fait, et c'est pour ça que les chefs de rang, donc c'est les gens qui étaient au-dessus de moi j'étais commis de restauration, il faut qu'ils aient un œil très aiguisé pour voir en fait, tiens Lucas, je vois qu'il a presque fini sa viande, son poisson, pardon. Je vais faire marcher la viande pour qu'en fait, dès que tu finisses ton plat, on te débarrasse, que tu attendes 5-10 minutes, et encore, je suis très gentil sur les 10 minutes, plutôt 5 minutes, et boum, naturellement, tu as ton plat qui arrive, tu vois. Tout est timé pour qu'en fait,
ce soit parfaitement exécuté. Exemple tout bête, on est en train de dîner tous les deux. Si je me lève pour aller aux toilettes, moi je vais en cuisine. Enfin, du coup, c'est le cas, tu vois. Mais si je sais pas, tu es en train de manger avec Lucas qui est en backstage et que je suis ton serveur, moi je vais aller voir le chef en cuisine. Je vais lui dire attention, il faut stopper cette table-là. Monsieur s'est levé pour aller aux toilettes et je te la fais remarcher pour réenclencher la suite, tu vois. Donc tout est vraiment timé lors du repas, tu vois. Et la plupart du temps, tu vois, les clients avaient un menu dégustation, donc 7 plats, je crois, avec genre macarons, mignardises et plateau de fromage en dessert. Mais en fait, tu vois pas passer le repas, tu vois. Tu passes 2h30 à table, mais tout est tellement en fait organisé et s'enchaîne que tout s'enchaîne naturellement, tu vois. Et c'est ça qui est impressionnant. Et du coup, comment j'arrive, si tu veux, à réadapter ça au milieu du filmmaking, solopreneur et tutti quanti, ça va être plutôt dans l'expérience client et surtout dans moi la discipline que je vais mettre à préparer un tournage, à aller sur un tournage avec quelqu'un. En vrai, c'est con, mais tu vois, dans mon sac, j'ai toujours 3 backups, donc c'est-à-dire j'ai 3 micros en plus, dont mon micro principal, parce que je me dis il peut y avoir un intempérie, le micro ne peut plus marcher, etc. J'ai 3 micros, j'ai 4 batteries, j'ai 3 cartes SD, j'ai un autre objectif au cas où, etc. Donc en fait, déjà, moi je me conditionne dans le style où j'arrive, il n'y a pas de place au détail, j'ai tout mon matos, je vais pas dire au mec Thierry, Marc, j'ai plus de batterie, bon comment on fait, etc. Non, ça je veux pas que ça arrive et ça arrivera jamais d'ailleurs. Et ensuite dans le process, c'est moi la plupart du temps, tu vois, si demain on tourne ensemble, je vais aller sur ta page LinkedIn, je vais aller sur ton profil Instagram, je vais regarder tous les contenus que tu as fait, enfin tous, une grande partie, je vais me noter des questions, je vais apprendre à te connaître via le digital, on va dire, pour qu'en fait le jour J, la personne se dise aussi, putain, le mec, il a fait des recherches sur moi, il connaît ma vie, etc. La discussion, elle est fluide, il a vu mes posts LinkedIn, il rebondit sur mes posts LinkedIn, trop bien, tu vois. Et en fait, j'ai envie que les gens se disent à travers mes prestations, en fait, Lucas, c'est comme un pote, il vient me filmer, on passe un super moment, à la vidéo, ça rend super bien, et c'est top, on le reconduit sur d'autres prestations. Et en fait, j'ai eu le cas, et je peux le citer du coup, il n'y a pas longtemps où je travaille aussi avec Harold Gardas, qui est CEO de Com. Oui, et tu vois, dans une de ses vidéos que j'ai tourné et monté, donc un vlog, il y a très pertinent le gars derrière la caméra. Ça fait plaisir d'avoir une personne je comme crois ça. Que tu l'as pas partagé sur. Je l'ai peut-être partagé en story. Parce que ça me parle, j'avais regardé, moi ça m'a tilté justement. Ouais, peut-être, tu vois. Et t'as dit ce genre de message qui fait plaisir, ou je sais plus, t'avais mis un truc comme ça. Peut-être que c'était ça, exactement. Ouais, et tu vois, je trouve que ça fait plaisir et ça prouve que tout le travail que je fais en amont. Si le mec a pris le temps de mettre le commentaire en pensant de ça, ça veut dire que tout était bien pensé, que tu as réussi à retranscrire. Donc ça c'est cool, c'était je crois que c'était question pertinente, ça fait plaisir d'avoir un mec comme ça derrière la caméra et tout trop bien. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, c'est pas le type de commentaire qu'on voit souvent sur des vidéos YouTube. On va plus dire merci à la nana ou au gars qui présente la vidéo, enfin qui est acteur, que la personne qui est derrière. En fait, du coup, si je comprends bien, là, ce côté smooth, en fait, quand t'enchaînes tes plats et ton service, t'essayes de le retranscrire dans ton service client, en fait. Genre, ce côté fluidité et avoir l'œil de tout. Après, ça va peut-être passer par des petits. Maintenant, ça donne des automatismes finalement, mais de se dire, ok, là, attends, il fait tel temps, on est dans tel endroit. Exactement. Là, il y a peut-être des travaux, il y a des trucs. Je vais lui poser telle question à ce moment-là pour être précis peut-être dans l'approche que t'as. Et il y a un mot que j'aime beaucoup avec un de mes invités sur lequel on a échangé. Il m'a dit être chirurgical. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dans le process. Ouais. Tu sais, de te placer pile au bon moment, au bon endroit, et ça, c'est quelque chose que tu. Moi, tu vois, je dis c'est laser parce que c'est. C'est ça. Ouais, c'est un truc de restauration. Mais en fait, c'est tout bête et les gens le verront s'ils commencent à que ce soit de la vidéo ou de la photographie ou n'importe quoi d'autre, tu vois. Mais quand t'es autant impliqué dans une prestation, automatiquement le bouche à oreille va aller beaucoup plus vite que la norme. Et du coup, j'ai un exemple tout bête, c'est qu'il y a un mec qui voit le travail que je fais pour Harold, donc le process où je discute derrière la caméra, je monte et je filme. Je pars 2 semaines à Dubaï, une semaine avec madame, une semaine où je reste tout seul pour rester avec Antoine et avec d'autres potes que je me suis fait aussi là-bas. Et juste avant de partir, il y a un mec qui a une agence là-bas qui me contacte, qui me dit « Putain, j'ai vu le travail que tu as fait pour Harold, trop bien, je veux la même chose, etc. » Tu vois. Après la première semaine où ils voulaient qu'on shoot, moi j'étais déjà avec madame, y a quelqu'un dans ma famille qui est un peu malade et tout, donc c'était assez compliqué, tu vois, et ça s'est pas fait, mais je suis sûr que voilà, dans le futur ça va se faire, tu vois, mais comme quoi, tu vois, un travail qui est bien fait, un mec derrière la cam, etc., qui parle bien, ou une nana d'ailleurs, qui parle bien, qui pose les bonnes questions et qui a un bon process, de fil en aiguille, ça peut bien matcher. T'as déjà toi prospecté justement de manière classique ou jamais ? Je déteste ça. En fait, j'ai énormément de mal à me vendre parce que
Parce que, je ne sais pas le faire, ou j'aurais peut-être pas le bon process pour le faire. Et deux, je préfère déléguer ça à quelqu'un à la rigueur, même si peut-être que tu perds ce côté authentique où c'est la personne en elle-même qui a ce service qui va te prospecter, tu vois. Là, tu passes par quelqu'un pour faire ça. Mais non, j'ai toujours eu énormément de mal et je l'ai jamais fait, tu vois. J'avais à l'ancienne lancé quelques formations sur les réseaux et tout, et même ça, tu vois, j'avais du mal à vendre en story et tout. Et tu vois, je me force, etc. Moi, la plupart du temps, ce que je fais, c'est plutôt soit je fais de la bêta offre. Donc, la bêta offre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement si tu as une offre à 2000 euros, tu vas la faire tester à quelqu'un à 1000 euros, donc à moins 50%, pour avoir une preuve sociale, c'est-à-dire donc un cas client que tu vas pouvoir présenter lorsque tu vas prospecter à des gens, etc. Tu vois. Et là, ça a été le cas pour 2-3 entrepreneurs avec qui j'ai pu travailler. Donc, à la rigueur, je fais ça, tu vois, où je vais faire un lead magnet gratuit pour que les gens se disent, putain, c'est cool, il donne du contenu gratos, il a une formation offerte, etc. Et ensuite, j'essaye de discuter avec eux, d'approfondir la thématique et de savoir où ils veulent aller, et si je peux les aider, etc. Tu vois. Mais je fais très rarement du prospection à mort sur LinkedIn ou ce genre de truc, tu vois. Est-ce que tu penses que certains domaines, notamment le filmmaking et la créa contenu en tant que business à part entière, est-ce que tu penses réellement que c'est un genre d'activité, surtout en tant que solopreneur comme toi, avec le style et la manière dont tu l'abordes, que la prospection, c'est pas du tout un focus sur lequel tu devrais avoir justement et que le bouche à oreille parlera de lui-même et que le travail se fera? Est-ce que tu penses que ça a plus de poids que... Je pense qu'on va pas se mentir, je pense qu'une belle page Insta avec toutes tes prods, etc., avec tous tes clients, ou une belle page LinkedIn avec les photos avec qui tu bosses, etc., ça fera plus le taf qu'une prospection massive, etc. Tu vois. Parce qu'en vrai, tu pourras beaucoup plus cibler. Les personnes pourront tout de suite... Parce qu'en fait, le problème de la prospection, c'est... Alors oui, tu peux toujours cibler vraiment qui tu veux, etc. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille à la rigueur, c'est que si tu dis, moi, je veux travailler avec elle, lui ou elle, bah tu les prospectes eux directement, tu vois. Quand tu fais une prospection de masse, déjà, est-ce que tu peux vraiment filtrer à 100%? Pas sûr. Après, sous réserve, évidemment, je connais pas tous les logiciels ou autres, tu vois. Mais en fait, moi, je me dis... Peut-être qu'une belle page Insta, des photos sur LinkedIn avec qui tu bosses, etc., automatiquement, les gens vont aller voir ton travail, vont aller voir avec qui tu es associé, vont se dire, ok, je kiffe le travail de Lucas, j'ai envie de bosser avec lui, je lui envoie un message, etc. Et ça a toujours été le cas pour l'instant, et je touche du bois, on va dire, tu vois. Mais et peut-être que plus tard, je serai obligé de prospecter, je serai obligé de changer de business model, etc., tu vois. Mais ouais, je pense que dans le filmmaking, si tu es bon, ou bonne d'ailleurs, voilà. Aparté féminin très important aussi, parce qu'il y a de très bonnes filmmakeuses, je sais même pas si ça se dit, mais filmmakeuses. Je pense qu'un bon profil Insta ou TikTok ou YouTube ou les trois, ou même une belle page LinkedIn, ça peut vraiment faire le taf, tu vois. Et tu peux vraiment te dire, en vrai c'est le cas, tu vois, avec Antoine Blanco, du coup, avec qui je suis Head of Content. Tu vois, souvent en fait on s'envoie des pages Insta, on se dit putain lui il est trop bon en filmmaker et tout, vas-y je le contacte, etc. Alors c'est un process aussi, hein, mettre des stories, demander qui dispo en éditeur vidéo, en filmmaker. Mais tu vois, je pense que la plupart du temps, on va pas se mentir, quand quelqu'un vient et dit ouais je kiffe ce que tu as fait, etc., 99% du temps tu vas le closer, tu vois. C'est-à-dire tu vas l'avoir en client, voilà. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas peut-être la notion de closer, mais je pense qu'ils l'ont. Mais ouais, je pense que bon profil Insta, même un beau Pinterest, un beau portfolio, ce que tu veux, ça fera la diff, tu vois. Le travail parlera de lui-même, ouais, sans avoir besoin de... Super intéressant. Je te laisse choisir un autre sujet. Il reste quoi comme... Oh, il en reste... Là, on a fait le numéro 3. On a fait le 3 et on a fait le 4. Le 4, vas-y, dis un chiffre, Lucas. C'est de 0 1 à 7. C'est de 1 à 7. On a fait 4 là. Ouais, on a fait 3 et 4. Bah 7 alors. 7. S'expatrier à l'étranger pour entreprendre. Ah, bonne question. Dubaï. S'expatrier, bah après ça dépend où déjà. Est-ce que déjà, alors le sujet est très vague et très vaste, est-ce que tu y as déjà pensé? Oui. Si oui, où? Et quelles sont les motivations? Et au-delà de ça, qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter justement de le faire? Si ça t'intéresserait de le faire. Alors oui, j'y ai déjà pensé et je suis toujours en cours de réflexion. Et je vais pas mentir, tu vois, travailler pour Antoine Blanco qui est à Dubaï. Là, quand il est sur Paris pour les sans permission, donc avec toute la team, que ce soit Yomi, Oussama et les invités qui viennent d'ailleurs, on se met des sessions toute la semaine où je le filme, etc. On parle de la strat, etc. Et l'échange qu'on a est vraiment trop cool, je trouve.
Et du coup, il y a cette question qui se pose. Bon, est-ce que il n'y a pas cette volonté aussi d'aller à Dubaï, tu vois, pour que ça soit plus pratique, je le filme à 24, Passer plus de 24. temps, ouais. Voilà, exactement. Automatiquement, quand tu t'expatries, tu fermes des portes quelque part pour en ouvrir d'autres ailleurs. Tu vois. Exactement, ouais. Donc, Dubaï, pourquoi pas. Après, pourquoi j'irai là-bas? On va pas se mentir. Déjà, et déjà, je vais arrêter tout le monde. Tu as des raisons financières évidentes. Tu as un aspect sécuritaire qui, pour moi, C'est vrai que tu l'as abordé pas mal de fois, la sécurité. incroyable. Vraiment, c'est juste incroyable la sécurité. Et moi, je pars du principe aussi où si madame, elle a envie de sortir le soir, aller chercher un truc dans un supermarché, ce qu'on veut, c'est ouvert 24/24. C'est bête, mais à Paris, je vais avoir ce doute. J'espère qu'il va rien lui arriver, etc. Là-bas, il va rien se passer, tu vois. Donc j'ai déjà ça, pardon. Moi qui suis aussi un peu casanier, c'est-à-dire j'aime bien rester chez moi, j'aime bien faire mon sport. La plupart du temps, tous les immeubles ont la salle de sport, la piscine, il fait super beau toute l'année, tu peux aller courir et tout. Pour moi, tu vois, j'ai fait beaucoup de destinations, que ce soit Japon, Brésil, Norvège, etc. Et pour moi, vraiment, Dubaï, en termes de ville pour le sport, c'est la meilleure ville. Tu vois, en tout cas, alors après, tu vois, je suis pas allé aux États-Unis, peut-être qu'il y a bien mieux ailleurs, évidemment. Mais je suis pas allé en Australie, je suis pas allé sur le continent africain, je suis plus allé genre pays du Maghreb, tu vois, mais il me reste encore trop de voyages à faire et c'est trop cool. Mais pour l'instant, vraiment Dubaï, meilleure ville en tout cas pour moi pour le sport. Après, j'ai pensé au cliché évidemment infopreneur, entrepreneuriat Bali, tu vois, mais c'est très loin, tu as un décalage si tu as des clients en France et tout. Mais après, moi je suis très chauvin. J'adore la France, c'est vraiment pour moi un des plus beaux pays au monde. Donc en vrai, pour l'instant, je me sens bien en France, tout roule pour moi, donc ça c'est cool. Mais ouais, j'y ai déjà pensé. Après, c'est compliqué de jongler entre des clients français ou des clients locaux, ça dépend dans quel pays tu vas, tu vois. Ouais, sûr. Par rapport au décalage horaire ou ce genre de choses, tu vois. T'as déjà pensé peut-être faire un truc un peu hybride en mode d'aller peut-être tester, d'aller habiter là-bas pendant, je sais pas, 6 mois ou te laisser peut-être plus ou moins ou même 1 an et de vraiment t'immerger et de peut-être prendre ta décision à ce moment-là ou pas forcément? J'y ai déjà pensé, après c'est très compliqué. J'ai une anecdote marrante là-dessus en plus. C'est très compliqué quand tu es avec quelqu'un, donc qui est mon cas. D'accord. Moi je suis avec madame depuis 6 ans. Ouais, un peu plus je crois. Moi, je m'excuse d'avance si je me trompe. Si elle regardera ce podcast. Mais en fait le truc c'est que moi je pourrais, si je veux demain, me dire écoute tu vas 6 mois là ou 6 mois là, etc. Mais en fait quand tu es une personne en CDI, en salariat, etc. Elle, je lui ai dit si demain on va là, tu viens, tu me suis, etc. Tu vois. Mais moi, j'ai pas non plus envie. Moi, j'ai ma famille, mes potes, etc. Tout se passe très bien, mais j'ai pas forcément d'attache. Enfin, c'est ouf de dire ça, mais. Oui, mais c'est-à-dire que demain, je suis capable psychologiquement et moralement de dire, je vais me retrouver tout seul ou avec ma copine dans un pays, tu vois. Et ma famille, je la verrai quand je pourrai la voir, tu vois. Mais eux, ils sont heureux si moi, je suis heureux dans ma vie aussi, tu vois. Oui. Mais elle, tu vois, c'est complètement différent. Tu vois, quand tu dis à une personne, il va falloir que tu me suives, il va falloir que tu fasses ça, etc. ou pas, il va falloir que ton CDI, tu l'arrêtes pour te lancer peut-être à ton compte ou apprendre la langue dans un autre pays, etc. Parce que nos secteurs sont totalement différents. Elle est dans le bâtiment, tu vois. Elle est responsable de plein d'ouvriers sur un bâtiment, tu vois. Elle fait beaucoup de la menuiserie, elle fait aussi ses cadres. Elle a un petit side business à côté, etc. qui commence à bien marcher et c'est cool. Et du coup, c'est compliqué. Et l'anecdote, c'est que la dernière fois, je rencontre Oussama pour la première fois. Okay. Et en fait, Antoine lui dit écoute, peut-être que Lucas va me rejoindre à Dubaï. Et moi, je dis je sais pas encore avec madame et tout. Et Oussama, il me dit mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, toi, etc. Il me dit mais attends, mais t'es un connard, toi, de penser ça et tout, tu vois. Mais moi, je l'ai pris à la rigolade. Franchement, j'ai un recul sur moi et sur la moquerie qui est rien ne peut vraiment m'atteindre parce que je suis très bon public. Peut-être aussi connaissant un peu le personnage, tu te dis il a une réflexion derrière. Ça m'a servi de ouf parce que tu vois, il a été cash direct avec moi. Il m'a dit ça, il m'a dit mais en fait, pourquoi tu te prends la tête? Tu pars, comme tu viens de dire, tu pars 5 mois ou 6 mois, tu l'emmènes avec toi, tu regardes si ça match. Si ça match, tant mieux. Si ça match pas, tu reviens en France, tu vois. Et tu sais, je l'ai regardé, je me suis dit je vois. En fait, il a raison, tu vois. Donc en vrai, on verra, tu vois. Mais pour le moment, après, moi, j'aime beaucoup la France. Donc pour l'instant, je m'y sens très bien. L'aspect sécuritaire, l'aspect gouvernement, etc. C'est des choses qui sont trop complexes, etc. À détailler parce que moi, je suis pas dedans, t'es pas dedans. On n'a que cette vision, médias, radio, télévision, etc. Tu vois. Mais en fait, sur la longévité de la France, j'ai pas l'impression que tu vois que le pays va
dans l'amélioration. Tu vois, j'ai plus l'impression que je me dis, d'année en année, plus tu voyages en fait, pas besoin de voyager très loin, plus tu voyages, plus lorsque tu reviens en France, tu te dis, waouh, on est quand même en retard sur pas mal de choses. On est en avance sur plein de choses aussi, il faut le dire, et c'est trop bien de le dire, mais on est quand même en retard sur pas mal de choses. Donc, est-ce que ça va vraiment s'améliorer d'année en année ? Pour l'instant, tu vois, c'est un petit hic, tu vois, j'ai une petite réserve là-dessus. Donc, est-ce que je resterai en France ou pas, on verra. Mais pour le moment, ouais, je suis très heureux en France et moi, j'adore mon pays. Donc, Est-ce que tu penses qu'il y a quel sujet sur lesquels tu penses que la France est en retard ? Genre, notamment peut-être sur... Sécurité. Ouais. Sécurité, en fait, moi, j'ai énormément de mal. Et encore une fois, c'est pareil. L'aspect sécuritaire en France, je ne comprends pas comment un pourcentage de personnes peut autant genre cracher sur la police ou ce genre de choses, etc. Mais attention, et j'ouvre des guillemets là-dessus, le problème, c'est que effectivement, on voit trop de trucs sur les réseaux, que ce soit mauvais comportement, jusqu'à aller sur des bavures, etc., qui du coup, en fait, entachent leur image. Et au final, comment des fois tu veux te dire, ah putain, ouais, la police, je crois en eux, etc. Ou voilà, je donne tout leur soutien quand tu vois que des fois ils merdent, etc. Tu vois, en fait, j'ai l'impression en France, c'est toujours un peu au milieu, tu vois. C'est jamais soit blanc ou noir, c'est-à-dire genre une version 1 ou une version 2, c'est toujours un petit peu au milieu, tu vois. Ouais, la version après, qui va divaguer soit vers l'un, soit vers l'autre. Exactement, tu vois. Donc après, bon, des fois, je ne conçois pas des comportements aussi sur les CRS, etc. Et tu vois, pour avoir eu un beau-père commandant de police qui est parti, paix à son âme, tu vois, quand il me racontait des trucs, c'était aussi compliqué, tu vois. Donc quand tu es un petit peu derrière le rideau, tu as aussi un petit peu ce recul. Mais déjà, l'aspect sécuritaire. Et deux, en fait, l'ambiance générale, tu vois. Je trouve que l'ambiance générale en France, elle devient de plus en plus anxiogène. J'ai l'impression que les gens sont de plus en plus vénères pour un rien. Anecdote, la dernière fois, je pars tourner avec Antoine du coup sur Paris. Il est 8h16. Mec, j'ai regardé, j'ai la note dans mon téléphone carrément. Ça m'a fait rire. Ouais, en fait, quand il m'arrive des trucs, je les note en fait et je peux les ressortir en podcast, tu vois. C'est des anecdotes tout bêtes. 8h16, je suis dans le RER A, tu vois. Okay. On est Gare de Lyon Nation, je crois, un truc comme ça. J'allais à Châtelet. Et bref, t'as une mamie qui est devant la porte et t'as un jeune qui la bouscule. Et elle, gentiment, elle lui dit, écoutez, excusez-moi, jeune homme, attention, vous m'avez bousculé, etc. Mais une mamie, hein, mec, elle a l'âge de ma grand-mère, très clairement. Okay. Et le mec lui dit ouvertement, il devait avoir mon âge, ouais, mais vous pouvez vous pousser, on rentre pas, etc. Elle dit, mais enlevez votre sac. Et tu vois, c'est pas une question de sac à dos, etc. Oui. By the way, quand il y a beaucoup de personnes dans le train, la première chose à faire avec ton sac, c'est que tu l'enlèves puis et tu le gardes à la main ou tu le mets entre tes jambes. Ça, déjà, à mon avis, il avait pas la notion, le mec. Et tu vois, genre la conversation s'enlime et il y a un mec qui lui dit, bon écoutez, donc un adulte qui lui dit, bon monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, hein, excusez-vous, etc. Et tu vois, le mec l'a regardé, bon il l'a chippé, etc. Évidemment, moi qui ai connu dans le 9-3, je connais la caractéristique du chip, tu vois. Et tu vois, je me dis, putain, mais il est 8h16, le mec il se vénère, il bouscule une mamie, donc déjà t'as aucune notion des anciens. Déjà. Ouais, le respect des aînés, ouais. Voilà, étouffe ta gueule parce qu'elle te fait une remarque. Mais en fait, si t'es bien éduqué, tu dis excusez-moi madame, je vous avais pas vu, putain, désolé, ça va, etc. Tu mets ton sac 100%. Entre les jambes, et voilà, elle va se dire, et peut-être qu'elle aurait juste dit non, mais vous inquiétez pas, pas de problème, etc. Faites attention, mais pas de problème, tu vois. Et en fait, je trouve que on monte en pression maintenant en France pour rien. Exemple aussi tout bête, mec, et ça, c'est un truc qui ça me vénère de ouf. Moi, je suis quelqu'un de très, très calme. Mon frère, lui, c'est l'opposé. Il part au quart de tour, tu vois. Parce qu'en fait, on déteste le manque de respect que certaines personnes peuvent avoir dans le pays. D'accord. Attention, hein, il n'y a pas de case, etc. C'est tous les Français, les comportements qu'ils peuvent avoir des fois, que ce soit dans les transports, que ce soit dans la vie de tous les jours, en salle de sport, en salle d'attente chez le médecin, etc. Il y a des trucs qui me vénèrent. Genre, t'es dans le train, t'as pas ton casque, tu regardes une vidéo YouTube avec le son à bloc. Mec, il y a 30 personnes, il y a personne qui veut savoir en fait ce que tu regardes sur YouTube. Tu vois, la SNCF, ils ont fait une campagne à un moment donné sur, c'était marrant, c'était une dame au téléphone, on sait ce que Martine va manger ce soir, etc. Pour dire qu'en fait, quand t'es dans le train, bah en fait, mets tes écouteurs ou sinon, tout simplement, t'attends peut-être de sortir, tu rappelles ton interlocuteur et tout. Bref, un autre sujet aussi pareil où je me dis les gens se vénèrent pour rien. En salle de sport, la plupart du temps, mec, t'as des gens qui se vénèrent pour rien. Genre, tu vas être à la poulie, donc poulie triceps, tu vois, tu fais tes bras et tout. Genre, tu vas décrocher un truc, tu vas commencer. Genre, le mec, il va arriver, il va te faire frérot, j'étais là.
Déjà, frérot, on se connaît pas. Ouais. Déjà, tu vois. Et pas de problème, on peut tourner et tout, tu vois. Oui, et puis- Et on se vénère pour rien. Et la dernière fois, c'était le cas, tu vois, mon frère, il vient à la poulie, il commence à faire l'exo. Et là, t'as un mec, bon, mon frère, il fait le double de moi presque, tu vois, à 22 ans. Et sans dopage. Nati. Et il est cheaté. Et genre, le mec, il lui tape sur l'épaule en pleine série. Il dit attends, frérot, t'as pas compris ou quoi je suis sur la poulie, etc. Et là, tu vois, tout de suite, en vrai de vrai, on va pas se mentir. Soit tu t'écrases et tu dis ouais, excusez-moi, monsieur, etc. Et c'est pas du tout comme on a été éduqué. Soit en vrai, on va pas se mentir, tu montes en pression. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu montes en pression. Et là, pareil, on lui dit attends, comment ça déjà, on est dans une salle, tu vas tourner avec nous et il va rien se passer du tout, tu vois. Le mec a remis ses écouteurs, il est reparti, tu vois. Et vraiment, histoire véridique. Et moi, plusieurs fois en salle de sport, je vois des gens se battre littéralement. Parce que le mec a enlevé 2 disques, le mec était pas sur la machine ou je sais pas quoi, et les mecs vont se vénérer pour ça, tu vois. Donc en fait, je trouve, pour conclure là-dessus, que il y a un climat vachement anxiogène et t'as une tension constante Pour le moindre truc. pour le moindre truc, mec. Ça, c'est ouf. Genre, t'es dans une queue dans Ouais. un magasin, tu vas dépasser sans faire exprès quelqu'un. Ouais, j'étais là. Pas de problème. Genre, ok, mais je me replace, tu vois, mais pas de problème. Et des fois, en fait, intérieurement, t'as même envie de t'écraser parce que la bêtise des gens fait que, vas-y, tu sais quoi, vas-y, parle, tu vois, je m'en fous, Fais, tu vois, ouais. fais, tu vois. Mais, Ok, ouais, là, je tu vois, comprends. en fait, c'est vraiment un climat où des fois, hormis l'aspect sécuritaire, où je me dis, putain, les gars, chill, quoi, respirez un bon coup, tu vois, on est tous, pour la plupart, je sais pas, en tout cas sur les exemples hein, que j'ai personnellement, on est tous en bonne santé, on marche tous, on vit notre vie, on est à la salle, on kiffe, Oui, puis on c'est- est dans le train, bon ok, on est un peu serré, etc. Bon, c'est les RER, c'est le métro le matin, logique, tu vois. Je sais pas, Ouais, mais t'es pas il est en 8 Inde. heures du matin, tranquille. Ouais, mais voilà, t'es pas en Inde dans un petit truc comme exactement. ça. Et en Ou train sur le de- toit du train en Inde, tu Ouais, vois, voilà, sur où le t'as toit, des ouais. mecs qui meurent tous les jours. Donc, tu vois, moi je trouve qu'en France, Ouais, ouais. on a tendance à s'exciter pour rien, et ça, franchement, c'est chiant. Cumulé sur plein d'aspects, comme tu Ouais. disais, genre la salle, les transports. Même toi, quand tu viens à Paris faire les tournages, je pense que. Exactement. D'ailleurs, même, je suis sûr, ça doit les choquer, les mecs, quand tu viens, qui viennent de Dubaï, là, tu sais, quand ils viennent faire sans permission, ou même Antoine, Ouais, quand il bien vient. sûr. Je pense qu'ils doivent se dire, attends, il y a une dissonance entre les. Je pense qu'ils doivent ça doit vous faire marrer. en vrai. Anecdote avec Antoine Loco, du coup. Ce qu'on fait maintenant quand on est sur Paris, Ouais. c'est que, en fait, ce qui est cool aussi, c'est pour les podcasts, et on va pas se mentir, dans la globalité des podcasts, c'est cool quand tu racontes des anecdotes personnelles. Et en fait, que ce soit Yumi ou Sama, etc., ont souvent des anecdotes. Bien Tu vois, sûr. Antoine peut-être un peu moins parce qu'il est dans cette posture aussi de présentateur. C'est compliqué, tu vois, de présenter aussi, De de donner, enfin, de s'exprimer, ouais. Exactement, tu vois. Donc en fait, maintenant, c'est trop bien ce qu'on fait. Et de toute manière, il s'est amélioré au fil du temps, hein, ce qui est logique, tu vois, plus t'en fais, plus tu t'améliores. Et en fait, maintenant, ce qu'on fait, on a un petit process tous les deux, ou sur bloc-notes, etc. Donc là, sur la semaine parisienne, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'on a documenté absolument tous les trucs où ils se disaient, putain, mais attends, Lucas, comment ça se fait que ça putain, t'as vu ça, etc. Et en fait, on a tout noté. Tu vois, et en fait, ça lui permet à lui dans des podcasts, et moi aussi, du coup, j'ai Ouais, fait ce petit process Ok, d'avoir des anecdotes. super Tu vois, intéressant. anecdote salle de sport, anecdote hôtellerie ou ce que tu veux, tu vois. Anecdote 8h16. Anecdote 8h16, mais c'est con, mais je l'ai dans mon bloc-notes. C'est J'ai marqué génial. 8h16, C'est trop une bien. mémé se prend la tête, je l'ai en bloc-notes. C'est tu vois. trop bien. Donc en fait, on fait Ok. ce travail-là. Et ouais, effectivement, bah, en vrai, j'y suis allé 8 fois à Dubaï aussi. Et quand tu reviens en France, tu vois Oui, des à choses. force. Ouais. Mais après, encore une fois, moi, je tempère parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Dubaï, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Genre le clivage. On a tendance en absolu. fait surtout à comparer Dubaï et Paris. Et c'est pas comparable. Les ressources financières ne sont pas les mêmes, etc. Les personnes là-bas ne sont pas les mêmes. Les objectifs des gens qui vont là-bas ne sont pas les mêmes aussi, tu vois. Donc en fait, la comparaison, souvent, elle est quasi impossible. Après, nous, on l'a fait en tant que Ouais. touristes ou travailleurs qui vont là-bas un petit moment, qui reviennent en France, etc. Tu vois. Mais ouais, petit process anecdote que j'encourage tout le monde à faire ça, tu vois. Ouais, c'est- Dès qu'il y a des c'est anecdotes marrant, perso, tu les notes. Et ça te permet en fait, tu les relis quand tu vas à des podcasts, quand tu vas sur des vidéos YouTube ou autres. T'as tes petites anecdotes et tu te dis, putain, je vais peut-être la ressortir aujourd'hui et tout, tu vois. Moi, c'est vrai que là, t'en as sorti 3-4 comme ça, en mode hyper dense Bah, et hyper sharp. ouais, Comme ça, c'est le ça. process Ouais. est vachement efficace. C'est rodé, tu vois. Et on fait ça du coup maintenant avec Antoine et c'est trop cool en vrai. Je trouve ça génial. Trop bien. Justement, je voudrais parler du premier sujet que j'avais noté. Parce que moi, c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai vraiment connu. Et qui d'ailleurs m'a beaucoup intrigué. C'est le concept de build-in public. On en a parlé un petit peu tout à l'heure en off aussi. Ouais.
est-ce que tu trouves maintenant, et toi qui l'as pas mal expérimenté sur pas mal de niches business et même pour toi du coup à titre perso, que c'est un véritable levier de croissance? Et si oui, pourquoi? Et que tu puisses expliquer un peu le concept et justement les personnes que tu accompagnes à faire ça. Alors j'ai deux... carrément, je peux largement parler de ce truc-là. Alors en fait, moi déjà à titre personnel dans mon activité pro, pourquoi je me suis axé là-dessus, c'est qu'en fait, il faut prendre un exemple tout bête. Prends la liste des top 20 créateurs LinkedIn. Donc des gens qui bombardent sur LinkedIn, qui sont influenceurs LinkedIn carrément, qui ont excuse-moi du terme, une putain de communauté sur LinkedIn. Tu vois. Ouais. Tu regardes les 20 et tu regardes qui a une vraie chaîne YouTube et qui documente son aventure entrepreneuriale. Il ne doit pas y en avoir plus de 5 max. Tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, en fait, l'écrit c'est bien pour attirer des gens, pour bâtir une communauté, etc. Mais souvent, il y a des gens qui s'arrêtent à l'écrit et qui se disent est-ce que je consomme son programme? Est-ce que je consomme son service? Pas sûr. Le truc, c'est qu'une vidéo où tu vas montrer tes journées, tu vas montrer ton business, comment tu construis ton truc, va au final convertir ces gens-là qui avaient peut-être une petite réticence avec l'écrit. Tu vois. Donc je trouve que vraiment l'écrit plus la vidéo building public fait que là, les gens vont être dans un climat de confiance, entre guillemets. Après, il y a plein d'aspects qui rentrent en jeu. Est-ce que le closer va bien closer, est-ce que le setter va bien faire son process aussi de setting, tu vois? Est-ce que ton programme est bon? Est-ce que ton service est bon, etc. Donc déjà, je suis parti de cette constatation-là. Et ensuite, pour enclencher sur le building public, moi, j'ai la chance de travailler avec Antoine Blanco. Antoine qui avait déjà commencé à réaliser ce format avant qu'on puisse bosser ensemble. Et un format qu'on a itéré parce que c'est vraiment le format phare sur sa chaîne. Et on a vu, il y a plein de chaînes françaises après qui ont carrément repris le build-in public, tu vois, pour le remettre. Bon, après, c'est le game YouTube, malheureusement, c'est comme ça, tu vois. Genre le terme en tant que tel, quoi. Ah oui, le terme a été repris, tu vois. Il n'a pas été retravaillé un peu. Rien, dommage. Ouais, c'est dommage. Parce que franchement, change le titre au moins. Oui, au moins change le titre, fais l'effort, quoi. Voilà. Bref. Okay. Et bon, après, tant mieux. Tu vois, quand ça te copie, ça veut dire qu'en vrai, c'est qu'il y a un truc réussi, et que t'as touché, cool, t'as un truc qui marche. Donc en fait, ouais, ce concept-là marche vraiment sur sa chaîne. Et tu vois, c'est trop cool. Et ça permet vraiment d'avoir ce récap mois par mois. Mois par mois. Et que les chiffres soient en hausse ou que les chiffres soient en baisse, il y a toujours une volonté d'Antoine de parler vrai à sa communauté et de dire voilà, j'ai fait de tant, vraie transparence. Voici ce qu'il y a eu comme galère, voici ce qui s'est mal passé, etc. Tu vois, donc ça c'est en fait c'est un format mortel pour vraiment faire venir les gens dans une partie de ton histoire, tu vois. Ce qui marche très bien aussi, et un exemple beaucoup plus généraliste que les gens pourront connaître, Lena Situation. C'est Vlog d'août, quand elle lance ses hôtels Mafouf, ça marche super bien parce que tu vois la création de l'hôtel, les backstage, jusqu'à ses galères, jusqu'à la réalisation, les fans qui arrivent jusqu'à la fin de ses vacances d'été, etc. Et en fait, les gens vraiment adhèrent à ce petit fil rouge d'histoire, tu vois, et se disent putain trop bien, j'ai connu de A à Z. J'ai fait partie de son histoire finalement, et je trouve que d'un point de vue purement aussi, ça je trouve que c'est intéressant. Je pense que au début tu touches beaucoup l'audience, ce que j'appelle chaude, tu vois, des gens qui te connaissent, de ton écosystème, et là tu peux aller chercher une audience peut-être plus froide. Exactement. Et du coup que tu récupères en cours de route peut-être, et que tu peux amener avec toi après, qui vont te suivre, parce qu'ils vont dire putain c'était cool ce mois-ci, totalement. Il a fait ça, l'autre mois il a fait ça, et après tu les fidélises, quoi. Ouais, totalement. Et c'est pour ça que le build-in public pour moi c'est vraiment un format phare. Et quand je dis build-in public, donc ça veut dire entre guillemets documenter en public ta vie entrepreneuriale ou ta vie de façon générale d'ailleurs. Ça peut être aussi sur le format d'un vlog aujourd'hui, tu vois. Un vlog permet aussi de documenter ta vie et tout, tu vois. Après ça dépend comment tu vas l'éditer et tout, mais un vlog peut aussi te permettre de documenter. Donc vraiment le format build-in public, ça peut être des vidéos très 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 travaillées avec un format fast cam où tu vas parler des chiffres du mois comme Antoine, ou ça peut être aussi un 24 heures Wiz et là tu vas documenter ta vie d'entrepreneur, etc. comme on a fait sur sa chaîne quand il était venu sur Paris, tu vois. Ok, super intéressant. Et tu penses que ça peut s'appliquer actuellement à tout type de niche et à tout type d'activité? Tout. Regarde, tu ouvres un restaurant, autant que tu vlogs les travaux, que tu vlogs les galères, etc. Tu vois, toute ton aventure. Et en vrai, c'est bête, mais je trouve que faire ce format-là, ça te permet aussi, dans l'année qui va suivre, dans les 2 ans qui vont suivre, etc., de te reposer et de re-regarder les premières vidéos et te dire oh, putain, le chemin que j'ai fait, il est beau, tu vois. Et ça te permet vraiment de voir toute ton évolution, tu vois. Et un exemple phare, c'est Iman Gadzhi, tu vois. Iman Gadzhi qui, lui, a documenté toute son aventure SMA depuis 16 piges sur YouTube. Aujourd'hui, le mec a 4 millions et quelques abonnés, il est multimillionnaire, tu vois. Donc au final, documenter sa vie,
c'est très pratique. Et pareil, documenter sa vie permet aussi un truc qui est tout bête, c'est qu'au lieu d'aller à chaque fois sur tes montages vidéo, d'aller sur Shutterstock, Pixabay, Pexel, de prendre des plans libres de droit, en fait, quand tu vas parler de toi, tu as une banque de prises de vue, de vidéos que tu as faites durant tes vlogs que tu peux réutiliser pour, je sais pas, je vais parler de sport. Si dans le vlog qu'aujourd'hui il y a une partie running, je vais me resservir de ces moments de sport pour documenter mes paroles, tu vois. Et ça a ce côté un peu plus humain du coup que Shutterstock, Pixabay, Pexel que tout le monde utilise, tu vois. Et super intéressant. Je pense que le couplet, on en discutait avant avec l'invité que j'ai eu juste avant. Le fait d'avoir un mix entre peut-être, tu vois, un concept un peu média, genre en mode format podcast où tu reçois du monde, ou même tu fais intervenir comme ce que fait, je crois Antoine, il le fait avec des gens de ses Exactement, programmes. On le fait. Quand je dis on le fait. Oui, je suis dans la team. Tu es dans la team, tu chapeautes. Antoine, effectivement, Antoine le fait, oui, et il y a une volonté, et c'est très important quand tu as des programmes déjà de dire merci aux gens qui te font confiance, de parler de leurs résultats, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Et quand je dis on fait quelque chose, c'est parce que c'est moi qui quadrille la journée, le process qui vient. Il y a un travail aussi avec le gars qui a accès à tous les profils de ok, on va choisir ce profil-là, etc. Tu vois. Et attention, on choisit jamais vraiment par rapport au CA. On peut choisir par rapport à la personnalité, par rapport à l'histoire personnelle de la personne et tout, tu vois. Mais on essaye au maximum d'avoir tout le monde à chaque fois. Et sur des journées parisiennes, on a des tournages clients de 6 à 7 personnes, tu vois. Et ça bombarde. Et ça permet de documenter sur YouTube, mais aussi ça permet de documenter sur la VSL. Donc c'est une vidéo avec une masterclass gratuite, etc. où tu mets tes coordonnées, etc. aussi, tu vois. Ok. Et qu'est-ce que, pour terminer là-dessus et pour finir tranquillement cet épisode de podcast, qu'est-ce que tu penses ça t'a apporté justement de côtoyer des personnes comme Antoine, maintenant le podcast Sans Permission, les derniers, on en parlait juste avant, c'est toi qui as un peu chapeauté la partie organisation, tout du moins. Alors quand je dis organisation, c'est plutôt en fait je vais aider Antoine, je vais assister Antoine, c'est bon mot. Je vais assister Antoine sur la préparation de Sans Permission, c'est-à-dire que moi, je vais lui exprimer des idées de questions, des idées de thématiques, etc. Ensuite, lui va chapeauter par rapport à l'expérience qu'il a dans Sans Permission, évidemment. Mais voilà, je vais lui donner un coup de main avec un œil un peu plus nouveau, parce que lui, ça fait quand même 2 ans qu'il est dans Sans Permission, tu vois, un peu. À peu près 2 ans, je crois. Quasiment, ouais. Mais non, et moi, j'ai pas peur de le dire. Vraiment, le fait de collaborer du coup avec Antoine Blanco, de m'avoir, entre guillemets, donné cette chance de rentrer dans sa team, moi, ça m'a totalement mindfuck, c'est-à-dire, en fait, ça m'a totalement remis en question. Et tu vois, le fait de côtoyer, et souvent on te dit montre-moi ton cercle d'amis et je te dirai qui t'es, etc. Tu vois. Et en fait, le fait de côtoyer Antoine, que ce soit sur Paris ou que ce soit quand je vais sur Dubaï, etc., moi ça me permet d'être dans cette place de t'es tout petit, t'es personne, tu vois. Lui il a déjà fait un truc de ouf, tu vois. Là il est millionnaire, tu vois. Il a sorti une vidéo dimanche dernier sur ça. Et de me dire, ok, Lucas, t'es vraiment le petit, t'es le petit pousset, tu vois, tu te tais, t'apprends des meilleurs, et ensuite, toi, ça va te permettre d'être meilleur au quotidien, d'avoir une façon de penser différente. Tu vas absorber, en fait, tu vois. Et je le disais, je crois que je le disais à Lucas ce matin. En fait, je suis un peu dans la position où Antoine était à ses débuts dans Sans Permission, tu vois. Était un petit peu, le mec qui arrive et tout, et puis maintenant, il a sa place à 100%, tu vois. Moi, je suis plus là, du coup, je suis le mec derrière la cam qui apprend de lui et qui essaye de l'aider au maximum dans ce que je peux, tu vois. Et ouais, c'est trop bien. Et de toute manière, avoir un entourage comme ça, et même, j'ai eu la chance de discuter ne serait-ce que quelques minutes, que ce soit avec Oussama, avec Yomi, tu vois. Et en vrai, le nombre de conseils qu'ils peuvent te donner, ou même les discussions que tu peux avoir avec eux, c'est super enrichissant. C'est des gens peut-être qui réfléchissent différemment. Totalement. Et où ça te permet d'avoir toi d'être immergé en fait, de tirer peut-être des infos que eux ont. Exactement. Et de l'appliquer peut-être et de le transférer toi d'autres choses avec ce que tu vas chercher à innover. Ouais, exactement. Et moi la plupart du temps je peux penser A, mais eux ils vont me dire attends mais Lucas t'as pensé à B, à faire ça ou à réfléchir comme ça. Et je me dis en fait j'aurais dû penser avant et merci, tu vois. Donc non mais le fait de collaborer avec d'assister Antoine Blanco sur la partie content, c'est vraiment bénéfique pour mon moi intérieur déjà, tu vois. Super intéressant. J'ai une ultime question. Vas-y. Pour terminer cet épisode. Quelle est la personne de ton réseau que tu souhaiterais voir sur un de mes épisodes de podcast, et si oui, pourquoi? Moi je suis très pote avec Clément Vanier, tu sais, qui a Horus Agency, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Très bon gars, vraiment, qui est basé lui à Bordeaux.
Ok. Je crois qu'il en plus qui a tourné récemment une vidéo avec La Menace sur YouTube. Ok. Donc, ouais, Trop non, marrant. franchement, Clément, super mec, super créateur de contenu aussi. Presque 2 millions sur TikTok, plus de 100 000 sur YouTube et tout. Il est très très chaud. Donc ouais, Clément Vanier, mec, je te souhaite de faire un épisode avec lui. C'est un très très bon mec. Et là, il a fait une formation qui s'appelle Le Charbon, Ok. où il aide les entrepreneurs. Grosse pub pour lui, mais il mérite aussi. Où il aide les entrepreneurs à monter une agence SMMA, je crois. Ouais. À vérifier, hein, mais ouais, c'est ça. Mais ouais, Clément Vanier, mec trop cool, Ok. passionné par le Trop sport, ancien footeux aux États-Unis en plus. Énorme. Donc ouais, Ouais, je donc, te souhaite de l'avoir. Belle histoire. Ok. Bah écoute, avec plaisir, je le contacterai, je pense, pour un de ces épisodes. Vas-y, carrément. Et bah écoute, on va terminer ce podcast tranquillement. Ouais. C'était Valentin et Lucas. Tous les liens des réseaux sociaux de Lucas et tout ce qui s'ensuit sera dans la description. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfin bref, toutes les plateformes de streaming et YouTube. Et puis n'hésitez pas à mettre votre petit like, comme d'habitude. Très bien. Les petites étoiles sur C'est Spotify. important. C'est très important pour améliorer le setup et la qualité des épisodes. C'était Valentin et Lucas pour le 22e épisode du podcast Ciao, Mindflow. les gars. Ciao.